Il vient d'Aubagne, Régis Lebras, et on va parler avec lui de l'interface homme-machine, puisqu'il a mis en place un système de reconnaissance de gestes qui peut être très utilisé par la distribution automatique, c'est-à-dire que désormais, quand vous allez prendre un café dans une station-service ou prendre les bouteilles de coca ou d'eau qu'on a vues tout à l'heure, ben vous allez simplement mettre votre main devant une vitre. C'est un peu comme ça que ça va se passer? Voilà, exactement. Donc j'ai très peu à rajouter à cette description. Donc mon propos, c'est plutôt d'illustrer à partir d'un exemple concret, donc d'une société qui a un peu plus de 3 ans, que on peut démarrer en période de crise, donc fin 2008, qu'on peut partir avec 10 ans de retard, un peu comme Marc Lassus et sa technologie acoustique. On est parti après tout le monde, et que malgré tout, cerise sur le gâteau, on peut jouer dans la cour des grands, donc Microsoft, Samsung, sans être bouffé par ces gros industriels. Donc, je crois qu'il y a quelques slides juste pour illustrer. Oui, on a quelques slides. Je crois que ça se gère en haut. Donc, si on peut envoyer les images, merci. Voilà, très bien. Donc, pour compléter ce qui a été dit, donc on développe des interfaces interactives basées sur la reconnaissance de gestes. Donc, on n'utilise plus le bouton du distributeur automatique, mais son doigt ou sa main pour commander, contrôler la machine, qui est là un distributeur automatique. On est parti sur ce marché. Donc, en période de crise, les clients potentiels, donc ces industriels, on est parti du constat qu'ils étaient complètement décalés par rapport aux tendances de vente de consommation des 15-25, noyés sous l'iPhone, Apple, Microsoft et toutes les technologies interactives, et que pour ces industriels qui subissaient eux aussi la crise, c'était peut-être le bon moment de basculer via l'innovation, de se différencier, et ça a été le cas peut-être plus rapidement qu'anticipé, mais pour nous c'était le bon moment de démarrer à ce moment-là, parce que eux avaient des besoins, on pouvait avoir une réponse en innovant à ces besoins. Donc on développe ces interfaces. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui a de 15 personnes, dont 5 aux États-Unis. On parlait d'export. On s'est mis très vite en position peut-être d'être sur le radar screen de beaucoup d'acteurs, mais d'aller directement aux États-Unis, sachant qu'il y avait Coca-Cola et Samsung qui sortaient un distributeur automatique avec un écran tactile au même moment. Donc on est allé avec notre technologie, une approche différente, approche qui a permis de répondre à un besoin. Un écran tactile, c'est cher et fragile, relativement fragile. Nous, on avait une solution moins chère et robuste, donc adaptée à cette niche. Donc on est parti aussi, on voulait pas se confronter forcément à des acteurs comme Samsung, donc on a choisi une niche qui s'avère être une niche de 16 millions de distributeurs entre l'Europe, États-Unis, Japon, donc une belle niche, mais à laquelle personne s'était intéressé. Donc ça, c'est pour répondre aussi au fait, on est parti 10 ans après tout le monde dans l'interactivité, entre Microsoft et sa Table Surface ou d'autres acteurs sur l'interactivité, mais on a choisi une niche qui était vierge de cette interactivité et sur un support qui, pour nous, était le support idéal d'une révolution pour participer à la révolution du digital sans se frotter directement aux poids lourds que sont Google, Apple, Microsoft & Co. Et le fait d'être le premier maintenant sur ce marché-là, vous avez une avance qui vous permet peut-être d'envisager d'aller vers d'autres secteurs que la distribution automatique, ou bien? Alors, avant de décliner sur d'autres secteurs, ce qui est le cas plutôt à la demande d'acteurs industriels, donc du type Clear Channel, JC2Co pour des kiosques, des bornes d'information. Donc, c'est une technologie générique qu'on peut effectivement appliquer à d'autres outils. Ce qui s'avère intéressant sur ce marché, c'est qu'on a rejoint très rapidement un point où ces objets sont devenus stratégiques maintenant pour Intel et Microsoft. Et donc, on surfe sur cette vague où ces acteurs se rapprochent directement ou indirectement de nous parce qu'ils souhaitent rendre tous les objets intelligents, parce que si un distributeur qui n'était pas intelligent devient intelligent, ça veut dire une puce, ça veut dire un système d'exploitation. Et donc, pour eux, ça veut dire du revenu. Et pour leurs clients, les gros industriels et les marketeurs, ça veut dire une source d'information marketing très intéressante et un lien avec le consommateur si on rajoute la téléphonie mobile. Merci beaucoup de cette présentation. Donc Régis Lebras, l'entreprise est basée à Aubagne. Voilà comment donc on profite de moments qui ne sont pas forcément très favorables. Donc l'année, en effet, 2008, c'était pas absolument une année extraordinaire théoriquement pour innover et pour démarrer une activité. Xenia Proton de la Chapelle, est-ce qu'elle est là? Voilà pour l'entreprise Nasenza. Elle va venir me rejoindre. On va parler d'un tout autre sujet.
et d'une entreprise donc dans le textile, puisque vous avez eu une idée alors que vous étiez une jeune maman et puis plus tard une future maman, c'est donc de créer une ligne réservée à ces futures mamans ou à ces jeunes mamans. Voilà, tout à fait. Donc moi j'ai démarré aussi en 2008, donc période de crise aussi. Enfin, à l'époque en tout cas on disait que c'était la crise et que ça ne pouvait aller que mieux. Depuis on a bien changé d'avis. On va envoyer les images aussi peut-être pour l'entreprise. Voilà, oui, il y en a une. Donc 2008, création de la société Nascenza avec une marque Miss Lali. Donc c'est une activité orientée autour du textile, dédiée aux futures mamans et aux donc métiers textiles plutôt, on va dire, très traditionnels et à la base pas forcément innovants. Alors justement, l'innovation, l'idée à l'époque, c'était quoi ? Autour de nous, en écoutant parler les jeunes mamans et les femmes enceintes, on entend souvent c'est un peu ringard ce qui existe sur le marché, c'est vieux, c'est moche, c'est démodé. Donc l'idée c'était de faire quelque chose d'un peu sympa, d'un peu jeune, d'un peu gai, d'un peu féminin et d'apporter aussi dans les articles textiles proposés dans la collection une petite innovation technologique. Alors on a démarré par un premier produit qui était le soutien-gorge allaitement, donc un produit que connaissent toutes les jeunes mamans qui ont des bébés et qui choisissent d'allaiter. Et on est allé chercher une technologie au Japon. En fait, on est parti du constat sur le marché qui était de dire les jeunes mamans ont parfois peur d'allaiter avec des soutiens-gorge qui portent des armatures. Je rentre pas dans le détail technique de l'armature. Simplement, l'armature, dixit le marché, peut blesser la poitrine. On a fait des tests consommateurs, on est allé jusqu'au Japon où on a trouvé en fait une technologie qui nous permet d'apposer à l'extrémité des armatures des petites capsules comme des capuchons de stylo en silicone souple qui permettent de protéger la poitrine au moment de la montée de lait. Voilà, donc ça c'était la première innovation qui est arrivée sur le marché en fait entre 2008 et 2009 et qui nous a permis de faire référencer la société dans les deux principales centrales d'achat indépendantes sur le marché de la puériculture, donc les puériculteurs étant nos clients. À savoir les magasins autour de Bébé, New Baby, Bébé Neuf, etc. Voilà, des enseignes que vous devez connaître, je pense. Et puis petit à petit, ce premier succès nous a permis de développer d'autres produits, donc toujours autour de la future maman et autour du côté féminin, plaisant, sympa, donc des accessoires textiles, que ce soit du maillot de bain, du débardeur, etc., etc. Alors, ce que vous me disiez, c'est qu'en fait, la jeune maman, elle s'occupe beaucoup et elle consacre un budget important à son enfant, mais pas tellement à elle. Hein. Donc, comment vous avez réussi à résoudre un peu ce problème-là, qu'il n'y avait pas forcément une proportion d'achat très importante pour les produits pour les mamans? Oui, alors ça, effectivement, c'est un sacré problème quand on aborde le marché et auquel on s'attend pas forcément au début. Au début, les chiffres de l'étude de marché, faite sans doute peut-être un peu rapidement, disent le budget moyen qu'accorde un jeune couple à son premier bébé, c'est 2000, 2005, 3000 euros, ce qui paraît énorme quand on connaît les revenus moyens en France. Et puis quand on creuse et qu'on avance dans le marché, on s'aperçoit qu'en fait ces 2000, 3000 euros, ils sont consacrés au bébé. Donc c'est de la poussette, du siège auto, de la chambre, des meubles, etc., de l'équipement pour le bébé. Et il n'y a absolument rien pour la maman. Donc on arrive à une phase où il faut résoudre la quadrature du cercle, qui est de dire comment je fais pour apporter de la nouveauté, pour faire des choses sympas, pour grossir dans un marché où finalement la maman n'a pas de budget. Alors là, après, il y a pas de mystère. Enfin, c'est certain que le prix est un facteur important. Donc, à un moment donné, quand on parle de prix, on en parlait tout à l'heure. Il y a un moment donné, il faut aller chercher des prix de fabrication à l'étranger. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est allé fabriquer en Asie. Et puis après, on est arrivé d'ailleurs à cette période 2010-2011, où à l'époque, en démarrant en 2008, on se disait, bon, dans 3-4 ans, quand on aura passé ce cap des premières années, ça sera beaucoup plus facile. Et puis arrive 2010, 2011, 2012, la crise est toujours là, elle est de plus en plus complexe. Donc à un moment donné, la question c'est de dire comment on fait pour continuer à avancer, pour continuer à grossir, à développer l'offre produit, à rentrer dans les magasins, alors que globalement les gens disent bon on veut pas dépenser trop de budget sur ce type de produit. Alors l'idée, après s'être quand même pas mal posé de questions, ça a été de se dire on va essayer de se démarquer par autre chose et notamment par notre identité visuelle, notre image. Donc c'est ce que vous avez sur la seule slide en fait qu'on avait apportée. Alors les couleurs sont pas très jolies, hein, là. Sont pas très flatteuses par rapport à la réalité. Donc l'idée c'est de se dire quand on rentre dans un magasin de puériculture, j'espère, enfin je pense que vous êtes peut-être tous déjà rentrés chez autour de Bébé ou Bébé Neuf. Les couleurs qu'on voit c'est du bleu layette d'un côté pour les garçons, du rose layette de l'autre côté pour les filles, et éventuellement, quand on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, on met du beige, du crème, enfin bon voilà.
Donc voilà le code couleur quand on rentre dans un magasin. Et nous, l'idée, ça a été de se dire, il y a un moment donné, il faut qu'on se démarque de cette image qu'on a quand on rentre dans un magasin de puériculture. Il faut qu'on change de coloris, il faut qu'on change voilà l'image qu'on va donner de nous-mêmes, notre identité, etc., etc. Il faut qu'on sorte de la femme qui va se regarder, entre guillemets, excusez-moi l'expression, un petit peu le nombril de future maman avec son gros ventre. Il faut qu'on sorte de la tête de ce petit bébé beau comme tout, mais voilà, c'est un bébé. Donc en fait, on a fait travailler une agence de communication et on est sorti sur une image, celle qu'on avait tout à l'heure à l'écran, qui est complètement différente, où on part sur la pin-up, sympa. Alors j'emploie exprès pas le mot sexy, parce que sexy, c'est pas forcément un terme qu'on emploie beaucoup pendant la période de grossesse, mais on a vraiment essayé de travailler cette image. Et aujourd'hui, j'allais dire, nous, quand on se fait remarquer de la façon suivante, quand une consommatrice rentre dans un magasin de puériculture, elle voit du rose, elle voit du bleu, et elle nous voit nous, parce qu'on a une PLV complètement marquante et complètement différente de ce qui existe aujourd'hui. Voilà, ça c'est l'innovation commerciale. Ça, c'est l'innovation commerciale de ces dernières années, ouais. Bravo, merci d'avoir été avec nous pour cette réunion. Alors, autre chef d'entreprise avec nous, emblématique de notre région, monsieur Maurice Farine, qui va nous parler des calissons du Roi René. C'est parce qu'on approche de l'heure de l'apéritif, hein, donc ce qui va vous parler des calissons apéritifs. C'est une de ces innovations de ces dernières années. Alors, Maurice, d'abord, j'allais presque dire, vous avez quand même, avec tout ce que vous avez fait dans le pays d'Aix, vu passer beaucoup d'entrepreneurs. Aujourd'hui, conclure pratiquement une réunion comme celle-là, ça vous donne quelle impression? Vous êtes là depuis quelques quarts d'heure maintenant, donc vous avez entendu beaucoup de choses. Vous qui êtes dans l'agroalimentaire, l'innovation c'est quoi? Et puis quelles sont un peu les leçons que vous tirez de ce que vous avez entendu depuis tout à l'heure? Mais bon, c'est naturellement extrêmement difficile. Je suis ravi d'être parmi vous parce que il y a une vingtaine d'années, j'aurais pu être de votre côté puisque je suis un ancien du conseil et j'ai fait, dans la première partie de ma carrière, 18 ans du conseil. C'est un métier très très difficile, donc maintenant j'en fais un nouveau, chef d'entreprise, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter comme dernier intervenant une entreprise qui a 92 ans. Et jusqu'à présent, vous parliez surtout de start-up, de nouvelles entreprises, de jeunes entreprises. La mienne a 92 ans et je fabrique un produit qui existe depuis plus de 500 ans. Donc c'est vraiment la quadrature du cercle d'être parmi vous pour vous parler d'innovation. Donc très rapidement, pourquoi une entreprise comme la mienne, si elle veut continuer à vivre, doit innover si je veux progresser? Donc lorsque vous reprenez une entreprise qui était une super belle endormie, vous avez beaucoup de chance parce que vous avez des nouveaux canaux de distribution qui à l'époque n'étaient pas utilisés, donc du secteur détail, c'est-à-dire boulangerie, pâtisserie, confiserie, épicerie fine. J'ai osé aller dans la grande distribution, donc j'ai eu des progressions relativement importantes, mais à partir du moment où vous êtes référencé dans toutes les enseignes, bouf, brutalement, vos croissances à 2 chiffres baissent. Ensuite, vous avez la chance où vous pouvez faire ce qu'on appelle des marques distributeurs premium. Bon, je les ai attaquées, je les fais toutes. Après, qu'est-ce qu'on fait? Et ensuite, vous arrivez à un niveau de votre développement que vous connaissez tous, la fameuse courbe du Boston Consulting Group, et vous vous posez la question, où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes à la fin de vie de votre produit, parce que vous ne progressez plus, vous êtes à peu près dans tous les circuits où vous pouvez être, ou est-ce que vous pouvez remobiliser vos troupes pour faire autre chose? Alors naturellement, lorsque vous êtes un grand groupe, vous mettez 1 million d'euros dans la pub, vous allez chez TF1, et vous pouvez, d'un produit local, ce qui est mon cas, faire un produit national. Malheureusement, ce n'est pas mon cas. Je dirige une petite entreprise familiale, donc je n'avais pas cette possibilité. Donc, lorsque vous n'avez pas cette possibilité, la seule solution, c'est d'essayer de trouver autre chose, de trouver une nouveauté dans votre tradition et comment la faire. Donc, l'idée que nous avons eue, en interrogeant quelques consommateurs, en attaquant un circuit que vous connaissez certainement, qui est la génération Y, quand on leur demande un calisson, pourquoi vous n'achetez pas de calisson, pourquoi vous ne mangez pas de calisson? On vous explique, bon, c'est vieillot, c'est triste, c'est blanc, toutes les boîtes sont pareilles, vraiment c'est pas rigolo. Et donc on a, prenant ce prétexte-là, on a dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un calisson, c'est 1 tiers d'amande, 1 tiers de melon, 1 tiers de sucre. Le melon, je pourrais vous en raconter plein d'histoires, c'est extrêmement important, riche en fibres, etc., etc. Mais
Le melon confit n'a aucun goût. Ce qui fait que si j'avais posé la question en avant-première, la moitié de cette salle n'aurait pas su qu'il y a un tiers de melon dans le calisson. Donc le melon n'a pas de goût. Donc lorsque vous mangez le calisson, c'est une confiserie sucrée. Donc notre idée, c'est de prendre des fruits confits ayant beaucoup de goût et de remplacer le melon par ce fruit confit. Et donc c'est ainsi qu'on a fait des calis citron, des calis orange, des calis figues, des calis dattes, des calis enfin chaque fois qu'il y a un nouveau produit. Et donc on a parlé d'export. Je peux dire que le calisson est un produit absolument inexportable. Alors pourquoi c'est inexportable? Parce que pour acheter un calisson, il faut avoir une complicité culturelle avec la Provence. Tous mes clients sont des clients irrationnels. Parce que lorsqu'ils viennent acheter une boîte de calisson, 83% les achètent pour les offrir. Donc ils achètent un produit qu'ils offrent à quelqu'un, et lorsqu'ils l'offrent à quelqu'un, ils veulent passer un message qui n'est pas du tout « tiens, voilà une confiserie ». Le message, c'est « je vous donne un bout de ma Provence ». Et donc pour ça, il faut donc avoir cette complicité culturelle. Je vais aux États-Unis pour vendre une petite boîte de calisson ridicule avec 4 calissons, ça coûte 7-8 $. Lorsque vous n'avez aucune idée de ce que c'est que ce produit-là, lorsque vous n'avez pas cette complicité culturelle, vous n'allez pas dépenser les 8 $ parce que vous vous imaginez qu'est-ce que ça pourrait être. Alors que avec mon nouveau produit, lorsque je vais maintenant, la semaine prochaine, je vais aller à Dubaï, je vais aller voir mes clients, je leur explique, voilà, j'ai fabriqué pour vous, à base d'une tradition provençale, un produit spécialement pour vous, à base de dattes. Là, pas de problème, ils aiment la date, donc ils vont goûter et ils sont prêts à payer les 6-7 $ que coûte la... Alors, voilà ce que j'ai fait, donc l'idée, je suis sorti de mon environnement extrêmement immaculé, blanc, magnifique, et qui est superbe. J'ai la chance aujourd'hui, j'ai 50% de part de marché dans le calisson. Alors ça, là j'ai bien gonflé, mais je vous dis aussi, je fais 30% de mon chiffre d'affaires sur la commune d'Aix-en-Provence. Donc ne rêvons pas. Pour le moment, c'est un produit archi local. Alors, donc je vous ai emmené. Donc moi, j'ai pas de slide et j'ai la chance de pouvoir vous faire goûter. Oui, mais on préfère, hein. On préfère. Hein. Donc on les fait passer. Donc là, ce que je vous fais goûter, c'est donc un de ces produits dont je vous ai parlé. Et ça, ce sont des califigues. Donc c'est un des produits... Maurice, on va les faire passer. Moi, je voudrais profiter du fait qu'on est avec vous aujourd'hui. Marc Lassus a donné quelques conseils. Vous, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui par rapport à ces notions de protéger des brevets? Vous me disiez tout à l'heure, moi, je peux pas en protéger parce que je suis dans une activité où je peux pas protéger les brevets. Donc moi, j'ai deux réflexions qui m'embêtent prodigieusement. Un, je ne peux pas protéger une recette. C'est terrible. Donc aujourd'hui, nous avons travaillé beaucoup. Alors, on est même allé un petit peu plus loin. Et je voudrais quand même vous montrer. On a osé aller au-delà du sucré. On est allé au salé. Et donc, on a fait un calisson à base d'olive noire, de ratatouille et de tomates séchées. Et donc là, on essaye de rentrer dans un nouveau marché, qui est le marché de l'apéritif. Et donc là, on parle... je peux vous garantir que nous avons fait ici de la recherche relativement importante parce que... Monsieur Lassus, écoutez, après les pistaches, les calissons salés, vous allez voir. Tout à l'heure, c'était les pistaches et le pastis, là, c'est les calissons salés. Je parle de ça parce que je veux répondre à votre question. Lorsque j'ai lancé ça, j'ai eu l'année dernière le prix de l'innovation au CIAL. J'étais fier, naturellement. Un mois après, je regarde mes produits invendables parce que le melon n'a pas de matière grasse, l'olive noire, c'est très gras. Donc un mois après, la matière grasse avait remonté et avait taché complètement mon sucre glace et le produit était absolument invendable. Donc j'ai dû faire de la recherche et développement, comment faire pour bloquer la montée des matières grasses pour que ça ne me... Et là, je n'ai pas le droit au crédit impôt recherche parce que l'État dit ce n'est pas de la recherche.
Donc, c'est un. Donc, je travaille énormément sur le crédit impôt recherche et pour moi, c'est une initiative extraordinaire. Donc, j'en profite beaucoup, qu'il n'y ait pas de malentendu. Mais les recettes ne sont pas utilisables au crédit impôt recherche. Prenez le micro là. C'est pas un procédé de fabrication. Enfin, on pourra en parler tout à l'heure. Voilà. Donc, on n'a pas le droit au crédit impôt recherche et, c'est ce que j'ai dit à madame tout à l'heure, je ne peux pas le protéger. Donc, le fait d'avoir l'idée de mettre, et quelques modifications, de mélanger de la date, du sucre et de l'amande et de faire un qualidate, je l'ai lancé à Dubaï il y a 2-3 ans. Cette année, j'ai déjà un confrère qui le fait en France. Donc, il n'y a aucune protection possible. Alors, la seule chance, c'est d'être vu par des grands groupes, et donc, certain nombre d'entre vous l'ont peut-être reçu cette année. J'ai, de par cette innovation, attiré l'attention d'un grand groupe que vous connaissez tous, qui est Nespresso. Madame connaît bien, notamment. Et donc, cette année, nous avons fait le cadeau Nespresso. 2011, le cadeau qui a été remis à l'échelon mondial aux clients de Nespresso. C'est nous qui l'avons fabriqué. C'est 1 100 000 boîtes. Bravo Maurice Farine. Alors, quelques instants peut-être si vous avez une question pour un de ces créateurs avant qu'on arrive à la conclusion. Oui, allez-y Marc. Monsieur Farine, il y a à peu près un an, j'ai été invité par un milliardaire chinois de Singapour sur son bateau. Et je me suis ruiné en achetant une grande boîte de calisson. C'était autant pour lui que pour son épouse. Je suis tombé complètement à côté, vous avez raison. Mais heureusement, je vais amener du cognac. Et là, le cognac, il a apprécié. Et je suggère de faire un calisson au cognac. Et alors là, ça va marcher. Si vous venez nous voir cet été, nous sommes entreprise du patrimoine vivant. Donc c'est un certain nombre d'entreprises à l'échelon national qui ont une spécificité technique à défendre. Nous sommes en Provence une trentaine d'entreprises du patrimoine vivant et cette année à la distillerie Manguin à Avignon, nous allons faire une exposition de toutes les entreprises du patrimoine vivant et à cette occasion-là, nous avons décidé que la distillerie Manguin et nous allons faire un calisson à barre d'alcool de poire. Et vous ferez fonctionner vos usines avec les éoliennes aussi. Hein, voilà. Hein, vous pouvez leur amener les éoliennes pour faire tourner les entreprises. C'est bien ça. Autre question? Bon, alors je vais demander peut-être à Philippe de pratiquement conclure parce qu'il restera un petit événement après. Donc cette grande après-midi du Tour de France du Conseil, étape de Marseille. Voilà. Merci en tout cas de votre patience à tous. Oui. Yves, j'aurais une question pour Madame de la Chapelle. Oui. Elle est partie? Non, elle est là, Xenia. Elle est là au poste 51. Elle va vous répondre. J'apprécie beaucoup vos initiatives, mais je suis un peu surpris et presque choqué. Pourquoi vous appelez Miss Lali? Ça veut dire qu'elle n'est pas mariée, elle est demoiselle? Et elle est enceinte? Alors, en l'occurrence, elle est mariée ou pas, maintenant on est moderne, donc elle a le choix. Miss, c'était simplement un petit côté, encore une fois, féminin, drôle, sympa, jeune, voilà. Bon, c'était la question de Marc Lassus. Il y en a une autre? Non? Pas d'autres questions, ni pour Xenia, ni pour nos amis d'Aubagne, là? Non? Maurice Farine? Pas de questions. Alors écoutez, Philippe, je vous propose donc de conclure ce Tour de France du Conseil. Ben voilà, prenez mon micro, c'est plus simple. Merci. Merci à tous. Nous arrivons au bout de cet après-midi. Je voudrais tout d'abord remercier le Conseil régional qui nous a offert son écrin pour cette manifestation. Son soutien était très important. Je voudrais remercier aussi nos deux sponsors que sont le ministère de l'économie et puis Inno TSD. Les 30 associations professionnelles qui ont participé à la réussite de cet événement en communiquant auprès de leur réseau. Donc je les remercie tous. Je voudrais aussi remercier Yves Blisson pour son intervention. L'ensemble des bénévoles de la Chambre, les 40 consultants qui ont permis la réussite de cette journée. Je voudrais aussi et énormément remercier tous les intervenants,
les universitaires, les chefs d'entreprise qui nous ont parlé de leur expérience, de leur longue expérience, et ça me semble essentiel. Vous avez compris que j'étais très attaché à l'aspect humain de la création d'entreprise. Donc je vous remercie tous. Je remercie aussi les stagiaires qui ont beaucoup œuvré à la réussite de cet événement. Et puis, comme nous sommes dans une soirée sur l'innovation, je voudrais qu'on innove un petit peu. Et je souhaiterais que les différents orateurs me rejoignent sur scène, si je puis dire. Donc Fabienne, Marc venez, Maurice, Zélia, Proton, Monsieur Lebras, si vous pouvez venir voilà. sur scène. Monsieur Richen, c'est encore là. Monsieur Brun, Xenia. Je ne sais pas si Olivier Personic est encore avec nous. Il doit être au bar, je pense. Monsieur Fresneau. Voilà. Donc vous savez qu'il y a toujours une tradition dans ce genre d'événements, c'est que en général le public applaudit les intervenants. Et je vais vous proposer quelque chose de différent, parce que ce genre d'événement n'existe pas sans vous, c'est qu'on va vous applaudir, tout simplement. Je vous remercie beaucoup. Alors nous avons maintenant, merci à vous, merci beaucoup, nous avons encore deux grands moments. Deux grands moments. Le premier aura lieu après le second. Oui, bon. C'est le fameux cocktail à base de cuisine marocaine revisitée, hein, qui vous sera servi directement dans la salle, où c'est marqué cocktail, tout simplement. Et puis, le deuxième événement, vous vous souvenez que tout à l'heure, Anne de Oliveira avait ouvert notre session en vous parlant de chemin, en vous parlant de beaucoup d'éléments qui ont été repris par les chefs d'entreprise ensuite. Et elle va donc vous proposer de clôturer cette journée. Mais je la laisse en parler parce qu'elle en parlera beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que moi. Alors, petit exercice de clôture, vous êtes venu faire votre marché. Vous ne le saviez pas, mais c'est comme ça. Et donc, notre idée avec Philippe, c'est de ne pas vous laisser repartir comme ça, sans rien. Et vous avez bien compris le principe de l'innovation, de la créativité, pour ne pas que les choses s'empilent avec des... Je dirais, si je faisais une métaphore, un salon mélangé, ancien, nouveau, avec des choses qui ne vont pas véritablement ensemble. Donc pour éviter l'empilement, ce qu'on va vous demander en fait, et on va commencer par la droite et jusqu'à la gauche, on va vous demander en fait de prendre dans votre dossier, il y a une petite carte finale où deux mots sont écrits, je laisse et j'emporte. Et vous avez aussi deux post-it. Un post-it orange et un post-it vert. Donc on va vous demander d'abord de réfléchir à ce que vous abandonnez, qu'est-ce que vous laissez parce que ce n'est pas sur votre chemin, qu'est-ce que vous abandonnez comme idée, comme mode de fonctionnement, comme croyance, comme... comment dirais-je, comme croyance, comme produit, comme voilà. Et donc là, vous allez le marquer sur le post-it orange. Et avec quoi vous repartez? C'est-à-dire, vous avez bien compris, l'innovation, vous repartez avec une idée, un élément concret. Qu'est-ce qui vous a inspiré, si on peut dire ça comme ça, dans les témoignages que vous avez entendus, dans les idées qui ont traversé, et du coup, avec quoi vous allez repartir, et ça, vous allez le marquer sur le post-it orange. Et donc, vous allez descendre, les uns après les autres, vers... T'es pas fatigué, là. Donc, vous allez descendre les uns après les autres et venir déposer vos idées et vos post-it. Mais on s'est dit aussi que certes, c'est bien, vous déposez, nous on gardera tout ça et on vous le retransmettra, mais on voulait aussi que vous repartiez, vous, avec quelque chose. Donc c'est cette petite carte avec laquelle vous allez repartir et je vais vous demander, pour vous, hein, c'est votre engagement personnel, si on peut dire ça comme ça, quels sont les éléments que vous marquez sur ces post-it et avec lesquels vous allez repartir comme étant un élément pour vous. Est-ce que j'ai été claire? Si je ne suis pas claire, je répète. Hein.
Donc, dernier exercice, et je vais vous demander de tous et toutes jouer le jeu, de venir, de descendre, de poser vos post-it et de repartir avec votre carte bien remplie. Voilà. Comme on voulait faire quelque chose de pragmatique et de concret, et ben le concret, c'est ça aussi. Une idée que je laisse, que j'abandonne, et une idée avec laquelle je repars. Et je veux tous vous voir ici. Hein. Il n'y en a pas un qui va se défiler. Hein. Allez, il faut enclencher le mouvement. Donc, ceux qui ont déjà rempli leur post-it orange, leur post-it vert et leur petite carte. Je vois Olivier qui se lève. Non, pas encore fait. Voilà, écoutez, on va descendre à tour de rôle donc dans la salle et poser les post-it sur cette tribune. Voilà, il y a une dame qui arrive. Merci madame. Très bien. Voilà. Elle lance le mouvement. Alors, vous laissez les préjugés et vous repartez avec la passion et la simplicité. Bah, que demande le peuple? Ah, parce qu'en plus on le lit. Oh là là, d'accord. Pas trop de procédures. Et la chance se bâtit. Passage à l'acte, impossible abstrait. Mon projet. Intention. Je laisse tomber les intentions. D'accord. Je laisse tomber la crainte de l'innovation. Super. Félicitations. Hein. Allez, allez. Je vous attends. Allez, Claude. Allez, qu'est-ce que je laisse tomber? Vous emportez de l'énergie. Ben, ça, c'est super, on est content. Et vous lâchez des illusions. Ben, bon chemin, alors. Le bouillonnement et la rigidité. Je laisse la rigidité. Super. Merci. Hop. Une politique de valorisation. Les préjugés aussi. Le doute. Non, mais ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas l'originalité qui compte. Hein. On peut avoir des idées communes. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de l'écrire sur votre carte. Avec Anne, je vous interromps une seconde pour dire à tous nos amis que le cocktail est à droite, en fait, en sortant de l'amphi. Hein. Donc, sur votre droite, en sortant de l'amphi. Merci. La complexité des idées. Mes remords. Ah, oser y croire, super. De l'énergie. Créativité et innovation vont de pair. Mon choix en matière d'innovation M-commerce. L'importance de l'humain dans l'innovation. Merci. Super. Vous n'avez pas écrit sur la petite carte, voyez, après vous allez oublier. Ça a changé de manière. Ok. Je casse mon modèle classique en changeant de salarié, carrément. C'est bon, tout le monde a noté? Alors, rendez-vous au cocktail?